Bonjour, je suis Paul Bourdois et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France SCPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre papier, et je vous propose ce podcast, Gling. Échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling. Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Aujourd'hui, je suis très content, non pas de recevoir, mais d'être reçu, et vous allez comprendre pourquoi, par Éric Baillon. Je suis reçu en Bretagne, donc déjà je suis très content. Dès que je peux placer que je suis breton, je le fais. Et puis ensuite, vous allez comprendre pourquoi, parce que je suis accueilli sur un chantier par Éric. Et Éric, je vais te demander de te présenter, mieux que je ne le ferai probablement. Je m'appelle Éric Baillon, je suis navigateur et j'habite dans le Finistère Sud, Oui. dans un coin qui s'appelle la Forêt-Fouesnant, et on est dans mon chantier dans lequel je prépare mon bateau pour le prochain Vendée Globe, qui part le 10 novembre 2024. Ok, donc tu es navigateur. Oui, navigateur depuis une vingtaine d'années, navigateur un peu étrange pour certains, parce que je ne viens pas du tout du milieu du sérail. J'ai fait une école de commerce, donc je n'étais pas du tout destiné à faire ça. Et puis après mon école de commerce, je suis parti avec deux collègues de l'école faire un tour du monde qui a pris 3 ans. Et puis après, j'ai monté un équipage pour établir un record avec des sportifs validés handicapés. Et puis après, j'ai monté un équipage de gens radicalement différents. Et puis après, je suis allé faire le Vendée Globe et des courses au large. Donc voilà, je crée des aventures maritimes pour démontrer que l'aventure collective est la plus grande de toutes. Alors, on est là pour parler d'argent, mais déjà, rien que cette intro me donne envie de te poser plein de questions. Qu'est-ce qui a fait que, et qui sortent complètement du cadre, mais je vais un peu me restreindre parce qu'on n'a pas toute la journée. Je crois que tu as des obligations avant la fin de journée. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé, en sortie d'école, de faire un tour du monde et pas de rentrer dans la vie pro comme beaucoup de personnes, comme la majorité finalement? C'est une bonne question. Je me la pose souvent. Je crois que j'avais ça en moi et surtout la clé, je crois que c'est que j'ai fait les bonnes rencontres. Ouais. Je suis persuadé que notre vie, elle dépend des rencontres que l'on fait. Donc je mets beaucoup de soin dans les rencontres que je fais tous les jours. Et c'est en rencontrant Brice dans mon école de commerce. C'était un gars qui avait jamais fait le tour du monde à la voile, mais avec qui on s'est dit, tiens, ensemble, ce rêve un peu romantique que l'on a, que beaucoup de gens ont, on va le rendre possible. Et ça n'a pas du tout plu à mes parents. Je te fais une transition parce que je viens pas du tout d'un monde où on quitte son travail, où on quitte sa trajectoire pour aller naviguer autour du monde un peu comme un clochard, parce que c'est ce qu'on a fait. Et donc j'ai été convoqué à la table de la cuisine familiale. Je revois encore mon père et ma mère dire écoute Éric, on se fait énormément de soucis pour toi. À ton âge, on quitte pas sa copine, on quitte pas son travail. On fait attention, justement, on gagne des sous et on prépare l'avenir. Et moi, je savais que mon avenir, c'était dans l'aventure, dans le fait de faire des choses différentes. Et voilà, et en tout cas, je suis heureux d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là. Et c'est ce que j'allais te demander. Donc, c'était un tour du monde qui était à la voile. C'était pas juste un tour du monde de passant de pays en pays. Vous êtes parti, d'ailleurs, d'où ? On est parti de La Rochelle, et oui, c'était à la voile, parce que alors, moi, j'ai grandi en région parisienne, et mes parents ne faisaient pas de bateau du tout, on faisait du camping-car, tu vois. Ouais. Et il y a un petit rapport, il y a un petit tronc commun de liberté quand même, de vouloir aller où on veut et s'arrêter où on veut. Ouais, mes parents, tu vois, viennent d'un milieu
plutôt milieu catho, versaillais, enfin, tu vois, enfin... Voilà, et puis, mais ils partaient en camping-car un peu en toute l'Europe, etc. Donc, ouais, ils avaient un côté, eux, assez rebelle à leur niveau. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Donc, je leur dois beaucoup pour ça. Et je pense qu'ils avaient peur pour moi, mais au fond, là, aujourd'hui, ils sont très fiers. Et je pense que peut-être au fond d'eux, ils étaient fiers aussi que je parte comme ça. Et oui, à la voile, parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours été attiré par ça. Et mon premier livre, je me souviens, s'appelait Le chien matelot. Ouais. Et j'ai toujours lu des récits de mer. J'ai toujours aimé ça, même si je ne pratiquais pas. Et quand j'ai rencontré Brice et puis après Hervé qui est venu se joindre à l'aventure, j'ai concrétisé mes rêves et j'ai vu que ce que j'avais vu dans mes livres, ça me plaisait autant. Ouais, c'était vrai, c'était l'application. Ouais. Et alors c'est marrant parce que tu dis, j'ai été convoqué dans la cuisine familiale. On m'a dit, c'est pas comme ça que ça se passe à la vie, on peut pas sortir d'école et ne pas gagner sa vie finalement. Donc déjà, tu avais une injonction finalement de la part de tes parents de, il faut gagner ta vie, rapport à l'argent, on y vient, c'est le sujet. Rapport à l'argent, tu es là pour gagner ta vie. Et toi, tu l'entends différemment. Bah oui, alors mes parents me l'ont dit, mais je bossais dans une boîte qui s'appelait Devoteam. Donc Stan Benspan qui m'a dit écoute Eric, tu es en train de te couper un bras, à ton âge, il faut bosser. Mais pour moi, je bossais. Ouais. Parce que j'ai jamais bossé autant que dans mes projets et autant que préparer ce tour du monde. En plus, ce tour du monde, on a embarqué 45 jeunes handicapés avec nous. Enfin, c'était une aventure extraordinaire et j'ai jamais autant travaillé. J'ai travaillé 24 heures sur 24. Ouais. On dormait quand on pouvait, etc. Donc pour moi, c'était un travail. Certes, c'était un travail décalé. Certes, c'était pas un travail pour gagner de l'argent, mais c'était pour vivre. Donc, c'est vrai que gagner de l'argent, ça n'a pas été ma priorité. Pourtant, je suis arrivé dans une école de commerce, une très bonne école de commerce. J'ai fait l'EM Lyon et j'ai reçu une formation extraordinaire avec eux. Donc, je pense que quand j'y suis arrivé, j'avais envie, quelque part, de gagner de l'argent et de faire des choses intéressantes. Mais ça s'est très vite estompé. Et donc, j'ai préféré vivre des choses, parce que j'ai vite eu conscience que la vie était courte, qu'il fallait la vivre intensément. Et quand je voyais des gens m'expliquer que c'était pas dans leur passion qu'il fallait travailler, j'avais rencontré des gens, je me souviens comme ça, quelqu'un qui m'avait dit, tu vois, moi j'adore le tennis, mais jamais je ferai carrière dans le tennis. Je préfère avoir un métier stable et faire ma passion à côté. Et pour moi, c'était inentendable. Oui. Non, on est là pour travailler justement dans sa passion, pour pas avoir à travailler en fait. Et moi, je travaille comme un fou depuis 25 ans, mais je travaille pas. Et aujourd'hui, le sport, et plus précisément les projets nautiques, les projets nautiques, je sais pas comment appeler ça, mais les préparations de courses, de courses grand navigateur, ce n'est pas quelque chose qui permet de gagner sa vie. Oh, si. Si. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me permettent d'avoir une équipe assez nombreuse. On est 18 à travailler aujourd'hui sur le chantier, sur toute l'équipe. Donc oui, ça permet. En revanche, on prend des risques extraordinaires. Oui. Donc moi, je gagne pas tout le temps ma vie. Je gagne ma vie vers la fin des projets, mais je permets à beaucoup de la gagner. Et donc oui, c'est des projets qui permettent. Mais nous, on est dans un monde un peu fou. On est encore des rêveurs. On est dans un monde hyper professionnel de course au large. On est la Formule 1 des mers, donc c'est un peu le même élément. On navigue sur des bateaux qui valent des millions d'euros. Le mien, il coûte 5 millions d'euros. Mais on ne gagne pas très bien nos vies. On est des passionnés. Et c'est sûr que moi, pour créer toutes ces aventures-là, pendant beaucoup de temps, je ne gagne pas d'argent. J'en dépense et je prends des risques que pas grand monde prendrait au niveau financier. Je mets tout dedans. Et le bateau s'appelle All-in, d'ailleurs, c'est tapis en poker. Ouais, justement, ouais. Et d'ailleurs, il y a un risque qui est énorme, mais qui court sur la tête de tous les entrepreneurs, finalement, c'est que si tu viens à tomber en mer ou à disparaître, le projet s'arrête, puisqu'il repose sur tes épaules. C'est toi le navigateur, il ne peut pas être repris. Alors déjà, je suis pas seul dans l'aventure. Il y a
un entrepreneur incroyable qui s'appelle Raphaël Palti, qui est le patron d'Altavia, du groupe Altavia, qui est co-armateur du bateau. Et sans lui, j'aurais pu rien faire parce que c'est lui. Moi, j'ai mis beaucoup d'énergie et lui, il a mis une autre énergie qui est l'argent. Ouais. C'est sûr que le projet repose beaucoup sur moi. Moi, j'ai toute une équipe et il y a Marie Latanzio avec qui on a monté le projet aussi, qui dirige le projet. Après, on essaie d'avoir des garde-fous un peu partout, c'est-à-dire que j'ai des skippers remplaçants pour que le projet continue, même si je suis pas là. Parce qu'évidemment, il y a de l'argent en jeu. Ouais. Évidemment, il y a des retours sur investissement attendus de la part de nos partenaires. Ouais. Donc oui, il y a des skippers remplaçants. Après, sur le long terme, c'est sûr que le projet s'est construit autour de mon nom. Alors, je sais pas si on l'entend là, mais on est dans tes bureaux et il pleut à fond. On est en Bretagne. C'est pluie tropicale. Hier soir, j'ai vu ton film pour me mettre dans l'ambiance, que tu as tourné en 2019, c'est ça? Il est sorti en 2019 et il a été tourné pendant le Vendée Globe 2016-2017. D'accord. C'était fabuleux. Merci. Je l'ai regardé, j'étais ému. C'était un peu comme un film, une aventure. Enfin, c'était une aventure. Comme je te le disais, quand on prenait le café avant d'enregistrer cet épisode, j'ai vécu l'aventure avec toi sans la solitude et la souffrance. C'était l'objectif. Ouais, j'imagine. Je restais sur ma faim même parce que je me disais, mais j'ai envie de voir ce qui se passe après, quand il retrouve, mais c'est de l'ordre de l'intime, mais quand il retrouve sa famille, etc. C'était fabuleux. Et à un moment donné, à plusieurs moments finalement, j'ai l'impression que tu as failli abandonner. Et je me disais, alors première question que je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi fait-il ça? Là, ça n'a aucun rapport avec l'argent, mais pourquoi faire le tour du monde? Pourquoi se faire mal comme ça? S'infliger ça. Ouais. Ça, c'est la première question que je me suis posée. Ouais. Et je pense que tu y as répondu notamment un tout petit peu par la passion. Et puis, deuxièmement, je me suis dit aussi plusieurs fois quand tu as failli abandonner, parce que tu casses ton safran, parce que je crois que ta grand voile, il y a un problème à un moment donné, bon bref. Je me dis que tu as une pression également financière, des sponsors probablement, enfin des sponsors que tu appelles peut-être partenaires, j'en sais rien, et tu peux pas abandonner. À un moment donné, est-ce que la question de l'argent, elle vient, elle arrive, et tu te dis non, je peux pas, là il y a trop d'enjeux financiers, il y a trop de personnes qui m'attendent. Sur le premier tour du monde, donc on avait réuni 14 partenaires autour d'un projet qui s'appelait Comme un seul homme. Aujourd'hui, le projet s'appelle Stand as One, c'est Comme un seul homme en anglais. Parce qu'aujourd'hui, on a des partenaires, notamment américains. Donc il y avait 14 partenaires, donc c'était dilué. Le risque était dilué pour chaque partenaire. Et donc bon, j'étais allé voir tous mes partenaires au tout début en leur disant, écoutez, moi j'ai jamais fait le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une course par élimination. Il y en a 50% qui terminent. Vous me connaissez, parce que j'ai jamais fait mystère sur mon manque d'expérience. Le Vendée Globe, c'était ma 3e sortie en solitaire de ma vie. Et c'était tout ça qui intéressait mes partenaires. Et je leur ai dit, je peux vous promettre d'être au départ, mais après le départ, je vous promets rien du tout, parce qu'on ne sait pas. Et ça, ils ont tous compris très fort ça. Et puis, j'ai toujours eu la volonté et aussi la chance de réunir des gens que j'aime et qui m'aiment. Ouais. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et les partenaires, oui, je les appelle partenaires, je ne les appelle pas des sponsors. Ouais. Les partenaires, pour moi, c'est des gens avec on partage de l'amour. Évidemment, on n'est pas des bisounours, donc on parle d'argent et moi, j'ai qu'une attente, c'est qu'eux se retrouvent leur investissement, mais on s'aime. Et il y a une règle aussi dans nos projets, c'est que ce qui fait toute la magie d'une course au large, et notamment du Vendée Globe, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer. Oui. Et tu disais que j'ai eu des problèmes pendant la course. J'ai eu au moins une grosse emmerde, je vais dire le mot emmerde, parce que emmerde, c'est pas des problèmes, c'est des emmerdes, par jour. Et donc ça peut s'arrêter tout de suite. Oui. Et donc, c'est le genre de projet, quand on rentre dedans, moi j'explique à mes partenaires que la course, c'est la cerise sur le gâteau. Mais l'investissement, il ne doit jamais prendre en compte la course. L'investissement, il est réalisé et le retour sur investissement est réalisé la veille du départ.
On a fait tout ce qu'on devait faire en activation client, activation en interne. On a fait tout ce qu'on devait faire avant la course. Et après la course, c'est la fête pour tout le monde, mais on ne doit pas compter dessus. Ouais. Alors, je ne vais pas te dire que ça enlève toute la pression, parce qu'évidemment, quand je suis en course, et là, je viens d'abandonner une course, qui était la Transat Jacques Vabre, pour laquelle on a travaillé 3 ans, toute une équipe, personne n'a compté ses heures. Enfin, ça a été vraiment dur. Et là, j'ai abandonné et j'ai découvert, parce que c'était la première fois que j'abandonnais de ma vie, en 25 ans, ce que c'est d'être triste, surtout pour les autres. Ouais. Parce que pour moi, oui, c'est triste, évidemment, c'est hyper triste, mais avoir la tristesse de son équipe et la tristesse de ses partenaires qui ont investi de l'argent, gagné par les collaborateurs et les collaboratrices. Ouais. Et moi, je parle du rapport. Quand pour donner 1 euro, il faut en avoir gagné 100. C'est à peu près ça. Mm. Et ouais, ça a été dur. Et donc, forcément, au moment d'abandonner, quand quand la porte de l'abandon s'entrouvre, en fait, elle est impossible à prendre, cette porte. Ouais. Elle est impossible à prendre, d'une part parce que il y a un instinct fort qui est là, qui dit qu'on ne peut pas abandonner, que ça fait partie du jeu sur lequel on a signé, que c'est impossible de prendre cette porte de l'abandon. Et puis effectivement, les partenaires ont mis de l'argent, on a mis de l'énergie, et que moi, je ne peux pas plier sous le premier coup de vent. Donc je dois me battre jusqu'au dernier moment, jusqu'à dire c'est impossible pour rentrer. Mais avant l'impossible, faut essayer. Ouais. Donc moi, mon engagement, c'est d'essayer, quoi qu'il arrive, tout le temps. Ok. Et alors on remonte un peu le fil du temps, mais quel rapport tu as reçu ? C'est souvent, ça détermine souvent les choses. Quelle éducation tu as reçue avec tes parents vis-à-vis de l'argent ? Est-ce que tu disais, tu as donné quelques clés sans rentrer dans les clichés d'une famille plutôt catho-versaillaise. Ouais. Donc j'imagine que l'idée, c'était pas d'aller à Saint-Tropez dépenser son argent en bouteille de champagne. Non, pas du tout. Moi, je viens de famille où on met de l'argent dans la grande maison pour la toiture et on dépense pas grand-chose. Moi, j'ai cette chance incroyable, c'est que j'ai pas du tout envie de consommer. Ouais. Et dans ma famille, on consomme pas, ou très peu. On achète de bons vêtements qui vont durer longtemps. Voilà, on est dans cette optique-là. Mais il y a rien de clinquant. Et l'argent sert à faire des choses. L'argent sert à réaliser des projets, des achats, des achats, quand j'entends des achats de maisons. Ouais. Voilà, mais c'est... Puis il y a ce rapport aussi catho à l'argent. C'est sûr qu'on ne le montre pas, on montre rien. Moi, j'ai été touché très, très vite. J'ai lu un livre de Benoît Emmerman sur Éric Tabarly. C'était une biographie d'Éric Tabarly. Et il pointait du doigt le fait que Tabarly disait, il appelait ça des sous. Et moi aussi, j'appelle ça des sous. J'appelle pas ça de l'argent ou des euros. Je dis c'est des sous. Et en fait, ça enlève le côté un peu... Ça donne un côté désuet à l'argent. C'est des sous. C'est là pour être utilisé pour faire un truc. Ni plus, ni moins. Okay. Et donc, moi, j'ai jamais été attiré par le fait de faire des sous. En revanche, d'en trouver pour réaliser des choses plus grandes que moi, ouais. Et à un moment donné, justement, le fait de ce côté éducation, bon, presque pour vivre heureux, vivons cachés, ou en tout cas, pas forcément dépenser de l'argent, montrer qu'on en a, à un moment donné, est-ce qu'il ne se retrouve pas confronté à une obligation pour monter des projets comme ça, d'aller justement demander de l'argent, de prouver, de montrer ce qu'on va faire ? Et est-ce que tu t'es pas senti en décalage ? Non, jamais. Parce qu'à chaque fois, j'allais chercher de l'énergie. J'allais pas chercher des euros, quoi. Ouais. J'allais chercher de l'énergie pour créer des choses. Et j'allais chercher des gens et des entreprises qui voulaient me donner cette énergie. Et dans ma vie, j'ai un homme je vais pas parler au passé, parce qu'il m'aide toujours, qui compte énormément pour moi sur l'aspect financier. Et puis, c'est devenu un ami très proche. Et aujourd'hui, on est un peu comme des frères, qui est Gonzague de Blinière, en gestion privée. Peut-être dû le rencontrer, qui est un gars absolument extraordinaire. Et Gonzague,
Gonzague, il a toujours fonctionné avec moi en disant, c'est comme s'il investissait dans une entreprise. Ouais. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Le fait que je crée quelque chose. Certes, ça ne va pas rapporter de l'argent, ça va en coûter, mais ça va créer autre chose. Et donc, pour moi, on investit. Et Gonzague, il a eu cette chose incroyable, c'est qu'il est capable de juste donner l'argent qu'il faut pour que le projet ait lieu, mais sans il donne suffisamment d'argent pour que j'abandonne pas, mais pas assez pour que ça se fasse. Il est malin. Et donc, non, aller chercher des sous auprès des entreprises. Moi, comme j'ai eu la chance de faire une école de commerce, je viens aussi mes parents sont entrepreneurs. Enfin, je sais que pour aller voir quelqu'un et lui demander de l'argent, il faut d'abord que je m'intéresse à ce qu'il veut. Oui. Et donc, j'ai toujours vendu des projets en m'intéressant à ce que voulaient les entreprises, ce dont elles avaient besoin en interne ou en externe. Et donc, je vais les voir en disant, vous avez ce besoin. Par exemple, vous avez besoin d'illustrer votre politique diversité, votre politique RSE, d'embarquer des gens. Moi, j'ai un outil pour vous aider. Donc, moi, je me suis toujours considéré comme un outil pour eux. Et donc, un outil, ça a de la valeur. Et si l'outil est bien réglé, fonctionne bien, il a encore plus de valeur. Ouais, tu disais, je suis un rêveur, mais un rêveur qui a les pieds sur terre quand même. C'est la base du rêve. Ouais. Effectivement, il faut rêver haut, rêver fort, pas, comme disait Paul Ricard, pas être petit dans ses rêves. Mais après, le rêve, c'est une discipline et une routine et un pragmatisme fou pour le réaliser. Et quand on crée des aventures, en fait, on est dans la routine. Et tu as des frères et sœurs ? Ouais. Est-ce qu'ils ont le même rapport à l'argent que toi ? Est-ce qu'ils sont rêveurs comme toi ? Je pense qu'ils ont... Alors, je ne sais pas s'ils ont le même rapport à l'argent. Sans doute. Sans doute. On a rarement des discussions sur l'argent, etc. ensemble. Je pense qu'à des niveaux différents. Je pense qu'ils sont tous en train de suivre aussi ils font ce qu'ils ont envie de faire. Après, sur des démarches peut-être plus classiques. Mais on dit souvent que moi je suis le deuxième. On dit souvent le deuxième, c'est celui qui part. Ouais. Et moi je suis parti de mon milieu, je suis parti de tout ça. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là aussi d'être le deuxième. Les autres sont peut-être plus restés, mais ils créent leurs aventures à leur échelle et ils font des trucs quand même assez rock'n'roll. Ouais. Tu les emmènes sur ton bateau Alors je les ai pas tous emmenés, mais j'essaie de créer les opportunités. Malheureusement, elles sont minces, ces opportunités, parce qu'on a très très peu de temps. C'est une course contre la montre dans les histoires. Et donc, mais ce que j'essaie de faire, c'est après le Vendée Globe, il y a des moments où on fait naviguer les familles des équipes, et puis moi, j'en profite pour faire venir mes familles, mes filleuls, etc. Il y a une question que je pose à mes invités, c'est, alors je comprends que pour toi ça va être compliqué, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est est-ce que tu te souviens de ta première paye et de ce que tu en as fait ? Ah ouais, ma première paye, j'ai travaillé au Novotel du Chesnay. Je sais pas, je devais avoir 16 ans, un job d'été, je servais des cafés au bar, je faisais du room service. T'étais loin de la mer ? Ouais, loin de la mer. Écoute, et ce que je fais de cette paye, j'en sais rien du tout, dis donc. Qu'est-ce que j'ai fait de cette paye Non, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait de cette paye. Si la première chose que j'ai fait, là c'est un peu plus tard, où là j'ai travaillé chez Lisplan pendant ma prépa l'été, et là c'était pour me payer ma première moto. Ok. Voilà. Ma moto. J'ai lu que tu étais passionné de moto, effectivement. Ouais. Et que tu as un petit rapport avec Blitz, je crois. Ouais. Fred, si tu nous entends. Fred, donc, qui est un des cofondateurs de Blitz. Et Blitz, qui est un préparateur, je ne sais pas si on peut dire que c'est un préparateur, mais en tout cas qui custom les motos et qui fait des pièces uniques, assez rares. Ok, donc tu t'es acheté une moto. Ok. Ouais, un XT 600. Ok.
Voilà, je me souviens. C'était chouette. Est-ce que tu sens que, au fur et à mesure du temps, ton rapport à l'argent, il a changé au fur et à mesure je dirais, ta montée dans les échelons des navigateurs, ta légitimité, les projets devenant peut-être de plus en plus grands, est-ce que ton rapport à l'argent a changé ? Je ne trouve pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup plus d'ambition. Donc le premier projet du Tour du monde à la voile, je pense qu'on a dû récupérer 50 000 euros. Mmh. Et puis aujourd'hui, moi, c'est un projet qui est aux alentours de 10 millions d'euros. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, justement. Donc, c'est plus du tout le même rapport. Ouais. En revanche, c'est la même façon de faire. J'utilise la même écoute auprès des entreprises que je vais voir. J'utilise les mêmes arguments. Après, j'ai plus de bouteilles, je connais plus de gens et je sais encore mieux ce qu'ils recherchent, quoi. Voilà. Mais non, mon rapport à l'argent n'a pas changé. Moi, ce qui est sûr, c'est que la vie a passé. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai 47 ans. Avant le Vendée Globe 2016-2017, j'avais juste ma moto. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai des emprunts, mais j'ai une famille. Ouais. Donc voilà, j'ai moins. Je peux pas partir avec mon sac sur le dos et faire le tour du monde comme ça. J'ai plus de responsabilités. Mais avec ma femme, on cherche justement à avoir aussi cette liberté d'esprit, à se dire, si demain tout se casse la gueule, tout disparaît, parce que on est un peu dans le monde du spectacle, hein. On crée des projets qui durent 4-5 ans, et puis après tout s'arrête. Après, il faut recommencer à zéro. Enfin, comme les ministres. Ouais. On a une grosse pression sur les épaules, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de nous. Donc, c'est des gageures, hein. On monte des projets. Faut être fou pour monter ces projets-là. C'est des gageures industrielles. On a des moyens limités, des temps limités, et on doit faire des projets dans des milieux extrêmes, l'océan, qui est l'endroit le plus hostile à l'homme possible, dans des délais super courts, et il suffit d'un grain de sable pour que tout s'arrête. Et donc on a cette capacité, je pense, avec Marie, de se dire, voilà, si tout s'arrête, on rebondira, on fera autre chose, on pourra partir. On a également un autre projet avec une goélette, on embarque des jeunes en situation de seconde chance. Donc voilà, on a aussi plein de cordes à notre arc, on a plein d'énergie. Ouais, je voudrais revenir sur cette histoire de goélette, mais avant, je te pose une question. Est-ce que le fait de monter ces projets, justement, la liberté qui est un peu le sel de la navigation, j'ai l'impression, d'être libre, de pouvoir partir, est-ce que ce côté projet, ce côté financier, ne te fait pas basculer dans le côté contrainte, alors qu'il était dans le côté passion avant ? La liberté, c'est choisir ses contraintes. Ok. Donc voilà, moi j'ai choisi mes contraintes, et mes contraintes sont énormes. Ouais. Et oui, il y a plein de fois où j'aimerais bien jeter mes contraintes et faire autre chose. Je suis un passionné de kitesurf. Le nombre de sessions de kite que j'ai faites cette année est ridicule, quoi. Ouais. Alors que je vis au bord de la mer. J'aimerais bien avoir plus de temps. J'aimerais bien pas avoir ce poids sur les épaules qui parfois m'empêche de dormir. Mais maintenant, très vite, je prends du recul et je me dis, ouais, ok, mais là, si tu étais de son canapé à rien faire, qu'est-ce que tu voudrais ? Et en fait, à chaque fois, c'est me dire, je voudrais être à ma place. Donc même avec les emmerdes, même avec toutes les contraintes possibles, je donnerai jamais ma place à personne. Je suis là où j'ai envie d'être. Et t'as jamais eu envie de tout envoyer bouler et dire, ok, je pars Si, mais c'est pas des vraies envies. Ouais. C'est des envies qui arrivent fugaces parce que je suis fatigué et que voilà. Mais ça dure pas, jamais. Parce que je peux pas rêver je peux pas rêver mieux de ce que je suis en train de faire là. C'est le rêve absolu pour moi. Je suis dans ce qu'il y a de plus
beau et de plus génial au monde. Donc, non, ces envies-là, elles sont juste des signes de fatigue. Donc, je vais me reposer et puis ça passe. Ouais. D'ailleurs, question, je sors complètement du cadre. Combien d'heures tu dors par jour quand tu es dans le film, là, justement? Moi, j'avais l'impression d'être fatigué en sortant du film en me disant, mais C'est comment normal. il fait pour dormir, pour pas dormir? L'objectif de ce film, c'était de permettre aux téléspectateurs de se dire, tiens, en 2 heures, je vais faire le tour du monde à la voile en Vendée Globe, donc ça fait du bruit, c'est fatigant. Et je dormais 4 heures environ par 24 heures. Ouais. C'est à peu près le rythme. 4 heures voilà. par tranche d'une heure à chaque fois. 20-40 minutes. Et ça te fait devenir dingue, ça te fait halluciner par moments, au sens premier du terme. Alors, pas sur le Vendée Globe, mais j'ai déjà eu des hallucinations sur d'autres navigations. C'est quelque chose que notre corps sait faire. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'on est on a été des animaux traqués il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on sait faire comme notre chien ou notre chat, dormir tout le temps et dormir jamais, en fait. Ouais. Et donc voilà, il faut juste le réapprendre. Mais c'est vrai que dans ce film, je mets 40 jours pour l'apprendre. Ouais. Donc c'est compliqué. Ouais. Et je vois à quel point aujourd'hui, et ça me sert beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est de connaître mon état d'énergie. Ok. Et je sais quand je suis fatigué et je sais quand je dois débrayer. Ça, c'est bien. Et dans le même temps, on a l'impression que durant ce film, tu as tout le temps envie de débrayer, tu es tout le temps fatigué. Tu dis, je n'en peux plus. Et à chaque étape, tu passes un cap et on se dit, bah si, en fait, il pouvait. Ouais. Bah, j'ai découvert moi, que j'avais des ressources infinies. Et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, tout le monde a des ressources infinies. Et la seule chose, c'est qu'il faut accepter d'aller les voir, d'aller les chercher. Et ça, c'est vraiment très inconfortable. Parce qu'il faut essayer des trucs qu'on n'a jamais fait. Et oui, je suis fatigué, mais le corps a des ressources vraiment extraordinaires. Et moi, aujourd'hui, j'ai cette chance de les connaître et d'aller les chercher partout. Donc, voilà. On parle d'argent, et donc forcément, dans l'argent, dans l'énergie que représente l'argent, ou les sous, comme tu veux les appeler, il y a une notion de transmission qui est importante. Ce qui me permet de faire le pont avec, sans jeu de mots, avec la goélette dont tu parlais. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont eu des accidents de vie ou des parcours un peu plus sinueux? Non, ça peut. Il n'y a pas de limite, mais pour l'instant, on essaie de s'intéresser surtout à la jeunesse qui est en situation de seconde chance, donc des gens qui ont décroché scolairement, qui n'ont pas été intéressés, et de leur proposer une approche des métiers de la mer. D'accord. Là, on est dans la course au large, on manque de bras. Ouais. On cherche du monde dans tous les sens, quoi. Et moi, savoir qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot juste à côté de chez moi, dans les quartiers, etc., ça me rend fou. Donc, j'ai envie de leur montrer qu'il y a des métiers de la mer et que qu'on a besoin d'eux. On a besoin de tout ce qu'ils peuvent apporter. Et dans toutes mes aventures, moi, j'ai toujours voulu faire des choses décalées, aller voir, aller travailler, vivre, aimer avec des gens que le destin m'amène pas sur un plateau, dans mon milieu, etc. Donc, je sais que là, il y a des ressources folles et moi, j'aimerais aussi embarquer dans mes équipages ces jeunes-là que personne ne va aller voir, que personne ne va prendre sur le papier. Et voilà, c'est un truc gagnant-gagnant. Nous, notre milieu maritime, quel qu'il soit, cherche du monde. Il y a des jeunes qui cherchent aussi à trouver de l'enthousiasme dans la vie. Je suis sûr qu'il y en a certains qui ont de l'eau de mer dans les veines, mais ils ne le savent pas. Ouais. Et la goélette, c'est de leur permettre de découvrir ça. Ok. Et donc, tu les embarques en bateau sur cette goélette Alors, je les embarque... non, j'aime pas cette expression-là, parce que moi, j'embarque personne. Ils viennent à bord. Ouais. S'ils crochent dedans, qu'ils ont envie de continuer à naviguer, d'apprendre, etc., on forme des équipages. Génial. Et après, c'est eux qui s'embarquent à bord. Ouais. Bien sûr, il y a des encadrants, il y a des gens qui sont là pour leur montrer un peu le chemin. Mais moi, mon objectif, c'est qu'ils deviennent un équipage, une équipe. Génial. Voilà. Et donc, c'est sur 4 années, là pour l'instant, cette aventure qu'on lance. Donc, l'idée, c'est on va faire naviguer environ 200 jeunes par an. Et sur ces 200 jeunes, il n'y aura pas 200 jeunes à la fin. Oui. Il y en aura peut-être une vingtaine, une trentaine, mais qui seront là tous les jours, et qui navigueront avec nous, qui mettront la main à la pâte, et qui après sortiront avec quelque chose.
Et quand on parle, c'est génial. Et ça, on peut le retrouver où Sur le site internet Students One. Ok. Et les jeunes qui ont envie qui se disent, qui nous écoutent et qui se disent, mais attends, mais moi j'ai envie de bosser sur, on manque de bras, j'ai envie de bosser sur ces projets. Ils peuvent. Qui nous écrivent. Nous écrivent, bien sûr. Ok. Bon, tu me donneras l'adresse. Ouais, bien sûr. La transmission, c'est un point important. Donc, comme je le disais, qu'est-ce que tu veux transmettre tu as des enfants. J'ai une petite fille. Une petite fille. Qu'est-ce que tu veux lui transmettre déjà, est-ce que tu as envie qu'elle soit navigatrice est-ce que tu lui souhaites plutôt comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, j'ai juste envie de lui donner l'envie d'essayer des trucs et de faire. Ça, c'est le plus important. Bon, après, c'est sûr que si elle crochait dans les choses que j'aime, j'adorerais, mais je ne lui imposerais pas. Et je sais déjà que j'ai un métier qui est compliqué pour mon enfant parce que je pars. Oui. Et alors, à chaque fois que quelqu'un s'en va de la maison, aujourd'hui, elle est petite, elle a quasiment 2 ans, oui. Elle dit, tiens, un tel bateau. pour tous les gens qui partent, en fait, ils vont faire du bateau. Donc, le bateau, c'est partir. Ouais. Donc, j'espère qu'elle aimera ça. J'espère que... Parce que là, sur le Vendée Globe, je vais être absent longtemps. Ouais. Voilà. Maintenant, elle adore la mer, elle adore les bateaux, donc peut-être que ça accrochera. Mais moi, j'attends rien de sa part. J'attends rien du tout. J'attends juste qu'elle essaye des choses et qu'elle fasse. Ouais. Et si on transpose ça à l'argent, qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre? Je te pose cette question parce que c'est pas si évident que ça. Je rencontre des personnes qui ont reçu une éducation et qui veulent transmettre l'opposé de l'éducation qu'ils ont reçue. D'autres, au contraire, qui disent moi, j'ai eu énormément d'argent jeune, grâce à mes parents, grâce à leur travail. Je ne veux pas transmettre un seul euro à mes enfants. Voilà. Et c'est la question. Écoute, non, moi j'aimerais bien lui donner un peu d'argent. Je roule pas sur l'or, donc elle aura pas beaucoup, mais moi je trouve ça chouette qu'elle ait un peu d'argent quand je partirai. Je suis un papa, je suis un vieux papa, hein, tu vois, elle a 2 ans, j'ai bientôt 48 ans. Donc je sais que je serai pas toujours là. Mais bon, d'un autre côté, moi j'ai pas ce problème d'être multimillionnaire et d'avoir ça à gérer avec mes enfants. Ouais. Après, moi j'ai jamais rien attendu des miens. Je pense que cette relation saine à l'argent, j'ai envie qu'elle le garde. Je pense que l'argent, ça va aussi avec l'amour-propre. Moi, j'ai jamais attendu qu'on me donne de l'argent. Je vais chercher l'argent, je vais le gagner. Parce que je sais que l'argent qu'on me donne, c'est de l'argent qui aura moins de saveur, tu vois. Ouais. Ma moto, là, tu peux pas savoir comme je l'ai aimée. Ouais. Parce que j'ai travaillé 2 étés très durs pour l'avoir. Et j'y prenais très, très soin. Je pense que si on me l'avait offert, cette moto, je pense pas que je m'en serais aussi bien occupé et j'aurais été aussi heureux de rouler avec. Donc, pour moi, la vie, c'est ça. Et ça fait toujours marrer les gens à qui je dis ça, mais quand on parle de l'auto, l'euro million, etc., et tout le monde me dit « Ah, quelle chance, ça serait génial !» Je dis « Mais moi, surtout pas. Surtout pas. Gagner au loto, ça, c'est l'enfer. Tu perds tes copains, toutes tes relations changent, et surtout, tu as de l'argent qui a aucune saveur. Aucune saveur. Donc, donc c'est bien d'aller gagner de l'argent. Ça rejoint l'éducation que tu as reçue de argent égale travail, égale il faut se faire mal pour l'avoir. J'ai des parents entrepreneurs. Ouais. Mon père, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Tu vois, dans sa jeunesse, il est devenu bègue. Ouais. Et il a monté une entreprise où il apprend les gens à vendre, à s'exprimer. Voilà, il a fait de son handicap son métier, quoi. Donc, quand même, respect. Et donc, mes parents ont travaillé ensemble. Ma mère l'a accompagné patiemment pendant des années. Ils sont encore ensemble. Ils travaillent encore ensemble, hein, à plus de 70 ans chacun. C'est beau. Ouais. Et ils s'arrêteront pas, je pense pas. Et oui, mais j'ai observé ce que c'est de se faire sans argent, d'avancer, et puis de l'énergie qu'il faut faire. Et moi, pendant toute ma jeunesse, j'ai pas vu mon père parce qu'il bossait. Ouais. Et trop, je pense, mais après, je suis pas là pour le juger. Mais oui, je sais que voilà, il faut se battre, que l'argent, il tombe pas comme ça. Moi, quand je demande de l'argent à mes partenaires,
j'ai absolument conscience du travail que ça implique et que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, quoi. Oui. Et quand on est là, toute l'équipe, elle sait. Moi, je dis à mes équipes où on en est dans le budget, quelle somme il faut aller encore trouver. Je leur explique pourquoi je vais à Paris, quel rendez-vous je vais avoir, etc. Parce que eux fournissent un effort, nous on fournit aussi un effort, et que c'est pas gagné, quoi. L'argent, il tombe pas du ciel. Voilà. Ouais. Je vais te poser une question que je posais dans mon ancienne vie et j'avais des réponses étonnantes, en tout cas qui m'étonnaient. Je ne m'attendais pas à ce type de réponse. C'est pour vous, donc pour toi, l'argent, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et j'avais des réponses de personnes qui me disaient pour moi c'est la puissance, pour moi c'est la sécurité, pour moi c'est la famille. Bref, autant de réponses que de personnes. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'argent ? Avoir de l'énergie. Ok. C'est juste l'argent, c'est juste une énergie. Et je pense que si tu le vois autrement, je pense que c'est pas bon du tout. Parce que c'est du fuel, c'est quelque chose que tu mets dans un moteur. C'est un carburant que tu brûles. Et voilà, c'est rien de plus que ça. Ok. Et voilà. Donc c'est sûr que pour faire des choses, il faut en avoir. C'est sûr que quand le réservoir est vide, c'est inquiétant. Ouais. Non, c'est une énergie. Ouais. C'est une énergie. Ok. Je vais te poser une dernière question que je pose. Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes que tu me conseillerais d'appeler pour enregistrer ce podcast ? Alors, j'ai interviewé des personnes de tout milieu. J'ai pas encore interviewé de femmes. Est-ce que tu as des personnes que tu te dirais, ouais, cette personne, il faut que Paul aille l'interviewer, et tu as le droit de me dire, non, là, je t'avoue que je sèche complètement, ou alors oui, cette personne serait intéressant que tu ailles la voir. Tu veux des femmes ? C'est important. C'est vrai que pas forcément. Et tu as le droit de me montrer ta carte Joker en disant, j'en sais rien, je te laisse te débrouiller. Ah si, moi je connais des gens extraordinaires que tu pourrais aller voir. Des gens que j'ai cités. Hein. Tu pourrais aller voir Gonzague de Blinière. Tu pourrais aller voir Clara Guémard qui travaille avec Gonzague chez Raise, qui est une entreprise extraordinaire, justement, qui a un rapport à l'argent différent que les autres sociétés d'investissement. Ouais. Tu pourrais aller voir une femme extraordinaire qui s'appelle Isabelle Autissier, qui a une casquette de patronne WWF, de navigatrice et d'écrivaine. Attention, je vais les contacter de ta part. Hein. Ouais, tu peux y aller. Okay. Tu peux y aller, c'est des gens géniaux. Ok. Tu peux aller voir Raphaël Palti aussi. Qui est-il ? Raphaël Palti, c'est le patron d'Altavia, donc mon partenaire majeur, qui est à un moment aussi très important, puisqu'il est en train de faire une passation avec son fils. Il passe le groupe Altavia qu'il a conçu lui-même. Ouais. Et il le passe à son fils Sydney, donc c'est une belle histoire aussi, familiale, pas facile. Ouais. Mais c'est un groupe avec des gens extraordinairement humains, forts. Tu peux... Okay. Tu pourrais aller voir tous mes partenaires, c'est des gens extraordinaires. Avec plaisir. Ok, Eric, je te remercie d'avoir pris le temps de t'être prêté aux questions. Je te l'ai dit en préambule de cet entretien, je ne suis personne, je ne suis pas connu, et tu acceptes de te prêter à l'exercice. Donc rien que pour ça, je te remercie. À très bientôt. C'était un plaisir, et tu vas être quelqu'un un jour, dans le podcast. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis, avec votre famille. Je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et je vous dis à bientôt en attendant un nouvel épisode. Gling.